Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On dit souvent, on ne naît pas père, on le devient. Père ou parent, cette phrase vaut autant. Pour débuter notre saison 2, nous avons rencontré un papa, le premier de nos invités. Daniel nous partage son expérience unique en maison de naissance pour ses 2 enfants. Au fil de notre discussion, il raconte avec authenticité les suivis en maison de naissance, les divers chamboulements qu'entraîne l'arrivée d'un tout petit et ce que représente une maison de naissance pour lui. Il nous parle également de la genèse du podcast L'apéro des papas, qu'il anime avec d'autres papas rencontrés dans ce cadre. Il nous explique l'importance de cet espace de parole et de partage entre pairs, ainsi que l'impact qu'il peut avoir sur leur expérience parentale. Un épisode riche de réflexions qui pose les bases d'une nouvelle saison palpitante. Aujourd'hui, Daniel nous raconte son histoire. Bonjour Daniel. Bonjour Capucine. Bonjour Daniel et bienvenue dans notre podcast. Merci de m'inviter. Merci à toi d'avoir accepté de venir pour nous raconter ton histoire aujourd'hui. On est ravis de t'accueillir. En plus, t'es le premier homme à venir sur notre podcast et c'est symboliquement assez fort pour nous de te donner la parole aujourd'hui. Surtout quand on sait que tu t'es lancé dans un projet similaire au nôtre, en donnant toi aussi la parole au papa sur toute l'aventure des maisons de naissance. On tenait du coup à te dire merci pour l'espace que tu crées à travers ton podcast, qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder ici, mais qu'on va un peu regarder avec toi aujourd'hui. Et maintenant, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Daniel. Je suis père de 2 enfants, un garçon qui a 5 ans et demi et une petite fille qui a un peu plus d'1 an et demi. Je fais des films documentaires et j'habite près de Paris, à côté du bois de Vincennes. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet de naissance ? J'ai tout de suite envie de dire nous avons monté le projet de naissance avec ma compagne, puisqu'au début le désir vient d'elle, moi je ne savais pas que ça existait, dans la maison de naissance du Calme, comme à la maison qui se trouve dans le 12e arrondissement de Paris. Ok. Et avant de parler de ton expérience et ton parcours personnel, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. C'est une très bonne question. Je trouve que c'est toujours très dur d'expliquer ce qu'est une maison de naissance à des gens qui ne savent pas. Il faut le vivre pour le comprendre. Je dirais principalement que c'est un lieu où la femme qui va accoucher et le couple sont accompagnés tout le long de la grossesse, dans un accompagnement global à la naissance qui est marqué par un lien de confiance et de relation avec la sage-femme très forte, avec un suivi régulier pendant les mois qui précèdent la naissance, pendant l'accouchement et même après l'accouchement, pour une naissance qui est pas ou très peu médicalisée. Merci pour cette nouvelle définition qui va s'ajouter à toutes les autres qu'on a récoltées jusqu'à maintenant. On va parler à présent de ton projet de naissance, enfin de votre projet de naissance. Et on passera ensuite à ce qui te motive dans toute cette aventure et ce qui t'a conduit notamment à lancer ton podcast sur les maisons de naissance. Donc tu viens de nous dire que tu avais de suite envie de parler de votre projet d'accouchement et que initialement c'était plutôt ta femme qui t'avait fait découvrir les maisons de naissance, que c'était quelque chose que tu connaissais pas. Donc je suis curieuse de savoir comment elle a amené ça, comment elle t'a fait connaître les maisons de naissance et quelle était la première image que tu t'en es fait la première fois qu'elle t'en a parlé. Ouais, c'est une bonne question. J'ai l'impression que nous, j'ai envie de dire nous les conjoints, pour parler avec d'autres coparents, c'est souvent nos compagnes qui nous ont tirés en maison de naissance plutôt que l'inverse quand même.
Donc c'est vrai que quand ma compagne m'a parlé d'accoucher en maison de naissance, j'étais un peu obsédé par une seule idée qui est maison de naissance, pas de péridurale. C'est déjà énorme d'avoir un enfant, un sacré défi. Pourquoi s'en rajouter un deuxième qui est gérer sa douleur, dont j'avais au fond de moi, je pense, assez peur. Mais comme elle a fait les choses de manière subtile et douce, elle m'a dit oui, très bien. Bon, peut-être pas pour maintenant, mais viens quand même à la première réunion où on présente les choses. Et j'avoue que entre mon attitude avant de rentrer dans la maison de naissance et celle quelques minutes après avoir franchi cette porte, ma décision était prise. Et j'étais prêt à l'accompagner ici parce que l'atmosphère qui s'en dégageait, ce côté très familier, très collectif, mais en même temps très rassurant, je sentais qu'il y avait un projet qui dépassait le fait même de faire naître, qui était vraiment un projet de vie qu'on allait vivre ensemble. Donc voilà, les premiers mots de la sage-femme à la réunion n'ont fait que confirmer cette impression positive. D'accord. Et quelle était l'image en parallèle? Justement, tu viens de nous parler de la péridurale et de cette dimension qui peut être proposée dans d'autres établissements. Quelle image tu te fais des autres lieux d'accouchement qui, entre guillemets, font partie du paysage français et qui auraient pu être une autre proposition, une autre solution à l'accouchement? C'était encore assez flou. J'avoue, pour moi, à cette époque, je me faisais une image assez classique, assez de représentation d'une maternité où j'avais envie, en tout cas, d'être proche de ma compagne, d'être très proche. Ça, c'était évident, avec la présence d'une sage-femme et la présence d'un médecin autour d'un lit avec des néons dans un endroit que j'espérais sécurisé et carré. Voilà, c'était l'idée que je m'en faisais. D'accord. C'est intéressant parce que du coup, c'est finalement en rapport avec ce que tu viens de dire par rapport à un peu ton appréhension de la douleur que pourrait avoir ta femme. Finalement, la sécurité, tu l'as retrouvée dans un contexte que tu décris, en tout cas physiquement, assez opposé avec ta première impression de maison de naissance quand tu parles d'un lieu familier, etc., quoi. Maintenant qu'on sait la première idée que tu t'en es fait, t'as franchi ce seuil de porte, t'as été à la première réunion d'information, t'as été convaincu que du coup c'était là que vous auriez votre projet de couple, de naissance pour votre enfant. Comment se sont passées les visites mensuelles qui s'en sont suivies? Et puis en suivant, alors selon les maisons de naissance c'est variable, parfois les séances de préparation sont une continuité qui s'ajoute aux consultations, parfois c'est vraiment des séances séparées. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé au fil des mois? Oui, je pense que dès la première séance, avec la sage-femme qui nous suivait principalement, j'étais très étonné parce que je pensais que chaque séance on allait vraiment aborder un thème. Façon, première séance le placenta, deuxième séance les contractions, et troisième séance, la respiration. Et que moi, j'allais apprendre plein de choses, plein d'outils pour aider ma compagne vers la naissance. Je me suis aperçu que c'était, en fin de compte, plus profond que ça, et qu'on partait vraiment de notre histoire, enfin son histoire de femme, mon histoire d'homme, notre histoire de couple, et qu'on avait vraiment aussi un espace pour avant tout réfléchir à qu'est-ce que signifiait la naissance pour nous, quelles étaient nos peurs, quelles étaient nos appréhensions, et qu'il s'agissait autant, sans faire de la thérapie, parce que c'était pas du tout le lieu, en tout cas de questionner qu'est-ce que signifiait faire naître ici un enfant, et que respirer, en fin de compte, allait venir de soi quand on aurait quelque part plongé de manière plus engagée dans cette question. Et pour continuer sur ta question, je pense que pour nous, mais c'était aussi dû peut-être à la personnalité de la sage-femme qui nous avait suivis alors, il y avait un vrai mélange entre les consultations et la préparation à la naissance. Quelque chose d'un seul coup émanait de manière naturelle, et bien d'un seul coup, c'est ça qu'il fallait traiter. D'accord. Mais ça venait de manière organique. Donc c'était très agréable, très fluide, et en même temps très pertinent, puisque ça voulait dire que c'était le bon moment pour nous, pour aborder cette question, plutôt qu'un programme préétabli à faire à telle séance. Oui, tout à fait. Là, tu viens de parler principalement donc du coup des préparations et de ces fameuses thématiques que tu avais projetées et finalement qui se sont déroulées tout à fait différemment. Est-ce que tu as été présent aussi aux consultations? Ou est-ce que tu as été présent que vraiment quand tu as été abordé à partir du 7e mois la préparation concrète? Ou est-ce que tu avais ta place aussi au moment des consultations quand vous avez finalement fait le suivi plus médical de grossesse? Et comment ça se passait, si jamais tu y as été? Alors ça, c'est très drôle parce que vers le 8e mois, je pense que je commençais à dialoguer avec beaucoup de futurs pères, à en croiser, à en connaître, et je me suis rendu compte que certains n'allaient pas à certaines séances ou avaient loupé une séance. Et moi, je pensais que je n'avais jamais envisagé de ne pas être là à une séance. C'était comme obligatoire. Je ne m'étais même pas dit, je peux ne pas être là. Voilà, parce que ça ne rentrait pas dans mon cadre ou dans notre idée. Et comment ça se passait pour toi?
Je veux dire, la sage-femme, l'interaction de la sage-femme avec toi, quel espace elle t'offrait tu vois, est-ce qu'elle te disait bonjour ou est-ce que finalement t'étais là, présent parce que c'était important pour toi, mais t'étais plus spectateur? Ou est-ce que vraiment tu faisais partie de la consultation, de la séance de prépa? Non, je me sentais très le bienvenu. Je me souviens d'une des premières séances où elle m'a tendu un petit micro en me disant, voilà, c'est toi qui vas écouter le cœur. Je me dis, ah bon, déjà, on peut déjà faire ça. Donc c'était une manière de m'impliquer dès le début et elle de dire, en fait, c'est entre tes mains, mon gars. C'est pas moi qui vais faire le travail. La sage-femme, elle est là juste pour essayer de te donner des pistes. Et j'ai trouvé ça engagé et sympathique de sa part, hein, avec beaucoup d'humour dans tous les cas dès le début. Mais en même temps, j'avais conscience et envie que ce soit ma compagne qui soit sur le devant de la scène. Enfin, c'était... Oui. La grossesse se passait dans son corps. C'était elle qui arrivait avec ses questionnements ou ses douleurs ou ses questions. Enfin, voilà. Et c'était ça qu'il fallait traiter ce jour-là, par exemple. Oui, tout à fait. Mais je dis ça par rapport à des fois, tu vois, des récits qu'on a eus où les femmes disaient que par rapport à un accouchement précédent, leur mari en maternité avait été un peu, entre guillemets, plus spectateur et qui s'était senti beaucoup plus impliqué au moment où ils ont fait un projet pour un 2e ou 3e enfant en maison de naissance. Et je te pose cette question parce que c'est la première fois du coup qu'on a un homme qui vient témoigner de ça. Quand tu parles d'ailleurs du fait que tu as dialogué avec d'autres pères, c'était vraiment que des pères du contexte de la maison de naissance du Calme qui t'ont fait ce retour de dire bah moi des fois il y a des consultes ou des séances où je suis pas, ou est-ce que dans ton entourage personnel, t'avais peut-être aussi d'autres futurs pères qui avaient une expérience maternité en parallèle et où tu pouvais voir justement une différence dans le suivi de grossesse? Sur le moment, je ne suis pas trop allé chercher à comparer avec les autres expériences. Non, mais ça peut se présenter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la mienne, j'ai vraiment eu la sensation que tout était fait à deux. Ok. Vraiment. Enfin, que c'est un parcours que nous avons fait à deux depuis le début jusqu'à la fin, avec évidemment ma compagne au premier plan. Mais je me suis senti accueilli comme vraiment un élément absolument essentiel de la naissance. Ok. J'ai trouvé toute ma place. C'est-à-dire, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un moment d'hésitation à chercher une place, à chercher la bonne place, à devoir la prendre, à attendre qu'on me la donne. Mais je pense que c'est certainement dû aussi à l'attitude de ma compagne qui me l'a laissé, en dehors même de celle de la sage-femme. Oui. Oui, il y avait quelque chose de finalement très naturel qui se passait entre vous tous, quoi. Sage-femme, couple et compagnie. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la péridurale. Est-ce que tu avais du coup des peurs, a priori au moins celle de la douleur, pendant, liées à la grossesse ou à l'accouchement de ta compagne? Je pense pour un homme, je parle pas pour tous les hommes, mais je dis pour un homme, ça fait quand même un peu extrêmement peur l'accouchement. Enfin, je veux dire, je pense que les femmes en ont peur à leur manière, mais là c'est différent. C'est-à-dire qu'on va être confronté à quelque chose d'extrêmement mystérieux qu'on ne va pas vivre soi-même dans son corps, qui risque d'être difficile pour l'autre. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais au début, et où sa place est loin d'être évidente en début de parcours. Que faire avec ça? Que faire avec cette personne qu'on va certainement connaître sous un jour qu'on n'a jamais connu, comment agir, où se placer, et effectivement parmi toutes les peurs, celle de sa douleur, de avoir envie de lui enlever sa douleur, était principale. Et de quelle façon l'accompagnement des sages-femmes t'a aidé à te rassurer? Elles m'ont rassuré en rassurant ma compagne. C'est-à-dire que c'est en voyant que ma compagne petit à petit cheminait vers ce moment-là, en acceptant cette donnée-là, que ça m'a donné du courage à moi pour la suivre dans ce parcours. Donc de ce que je comprends, elle partageait aussi quand même cette peur de la douleur de l'accouchement? En tout cas, une appréhension, forcément. Oui, une appréhension. D'accord. Non, je me souviens pas de grosse angoisse. Je me souviens d'appréhension. Eh bien, écoute, après toutes ces préparations, après tous ces temps d'échange et de rassurance qui vous ont permis de cheminer, est-ce que tu te sentais prêt à aborder l'accouchement et le jour de la naissance de ton enfant? Alors, je suis passé par plusieurs phases. Je dirais que justement, au tout début, je n'étais pas du tout prêt. J'avais un gros livre à côté de mon lit avec plein de récits d'accouchement très précis, parfois très directs, voire très crus. C'était quoi comme livre? C'était la naissance naturelle de Ina May Gaskin, qui a dû être citée plus d'une fois par ici. Et ma compagne avait beaucoup d'avance sur moi, sur ce genre de lecture. Et moi, je me rendais compte que c'était pas le moment pour moi de visualiser, de voir, de ressentir, de savoir ce qui se passe à ce moment-là. Je n'en voulais pas du tout au début. Il y avait encore peut-être aussi du dégoût, certainement. Au milieu de l'accompagnement, j'ai commencé à lire.
Et à la fin, je me souviens de cette période où j'ai commencé à me dire non, c'est pas seulement un moment dur qu'on va passer, enfin un moment dur et une épreuve et on va traverser cette épreuve, sinon peut-être également un moment beau. Et je me souviens que dans les derniers mois, a commencé à rentrer cette idée que je commençais même à avoir hâte que ça se passe. Ah, c'est chouette. C'est que ça avait bien cheminé. Et la nature fait qu'on a 9 mois pour ça, donc C'est bien fait. Parfois un peu moins, mais oui. parfois un peu moins, ouais. Pendant ta présentation, tu nous disais que tu avais 2 enfants. Aujourd'hui, on va davantage parler de la première naissance puisque c'est la découverte, sachant que chaque accouchement est différent, on est d'accord. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter le jour J de cette première naissance? Ce qui me revient en premier pour le jour J, comme tu dis, de la première naissance, qui est vraiment le jour J, puisque c'était le jour du terme, à l'heure où on avait calé un rendez-vous pour voir notre sage-femme. Donc, comme toi, notre fils était vraiment d'une grande ponctualité. Gardera-t-il ça au cours de sa vie? Nous le verrons. Mais en tout cas, cette première naissance m'a vraiment montré que les statistiques, les on-dit sur comment se passe une naissance, les récits typiques, évidemment, s'évanouissent d'un seul coup par rapport à comment chacun le vit. Et forcément, premier enfant, ça va être long, ça va prendre du temps. Et puis le schéma, même si on nous dit que c'est pas toujours comme ça, classique vient en tête, il y aura des contractions, il y aura la perte des os, il y aura, enfin voilà. Et puis on aura du temps. Et puis je pensais qu'en maison de naissance, on aurait beaucoup de temps pour marcher, déambuler, se faire à manger, l'accompagner, etc. Voilà, la réalité n'a pas du tout été ça. On s'est réveillé, c'était le moment de partir, c'était déjà beaucoup trop, il fallait arriver là-bas, et puis hop, notre enfant est né même pas 3/4 d'heure après notre arrivée, même moins. Donc on a été pris de court. Ah oui, c'était la rapidité express. des choses, c'était à la fois bien et à la fois Un peu choquant peut-être. rapide. Ouais. Rapide en tout cas. Mais rapide et je me souviens voilà que quand notre enfant est arrivé, je me suis dit il y a quelqu'un d'autre dans la pièce, mais j'arrivais pas à comprendre que c'était lui ce quelqu'un d'autre qui venait d'arriver. Ouais. Voilà, il y a eu vraiment cet moment de trouble, de me dire quelqu'un d'autre est là, il y a quelqu'un, d'être tellement confus et me dire mais en fait oui c'est lui, de devoir atterrir de cette présence, comme tout était monté très vite, me dire oui ça y est. Puis c'est après au cours des heures que c'est redescendu et puis avec cette chose très spécifique aux maisons de naissance et qui m'inquiétait au premier lieu, qu'après j'ai compris. En fin de compte, voilà une naissance en début d'après-midi, être chez soi en fin d'après-midi déjà. Et devoir passer la première nuit alors que son enfant n'a que quelques heures, je me souviens comme ça, pas d'un emballement, mais d'un enchaînement de faits extraordinaires en moins d'une journée. Ouais. De se dire, ah oui, d'accord, c'est parti, là. Ouais, j'allais dire, c'est parti. Et du coup, est-ce que tu as une notion où vous êtes donc réveillé sur le moment où vous avez compris que c'était aujourd'hui, quoi? Et du coup, il y a eu combien d'heures entre ce moment et la naissance? 3 heures. Ah oui. 3-4 heures. Ouais. Oui. Et en plus, c'était du coup sur la matinée, c'est ça, ou vous vous êtes réveillé en pleine nuit? Non, c'était sur la matinée, normalement. Ouais. Elle m'a dit de me préparer, il fallait que je me prépare. Et je sais qu'en fait, moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit une montée progressive en puissance. Oui. Et là, en gros, il fallait partir à la dernière limite de chez nous parce que c'était le moment. Et comment elle t'a annoncé ça, du coup? Tu l'as vu sur elle ou c'est elle qui t'a dit, oula, c'est le moment? Non, de manière très polie. Elle m'a dit, prends un bon petit déjeuner. Et c'est parti, on y va. Voilà. Fais chauffer le moteur, on décolle. Et donc, j'ai effectivement pris un bon petit déjeuner. Peut-être qu'elle a pas pu manger, elle, par contre. Et je me souviens pendant ce temps-là également de ce lien permanent téléphonique avec la sage-femme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, vous l'avez contactée à partir de quand? À partir de ce moment-là, de ce petit déjeuner? Oui, non, pas tout de suite. Justement, parce qu'on était parti dans l'idée que ça serait long. Donc, non, on l'a contactée pendant déjà que ça montait bien et de se dire, là, ça y est. Et elle-même s'attendait certainement à ce que ça soit un peu plus long. Et puis, à un moment, voilà, elle a entendu les signaux, elle a dit, là, c'est le moment. C'est le moment, là, c'est tout. Et justement, elle m'a parlé à moi, là. Elle me dit, c'est plus à elle de parler. Toi, tu prends le téléphone, prends les choses en main, tu prends les rênes et vas-y. Et vous partez maintenant, quoi. Oui, ça doit être assez fou, en effet, parce que 4 heures, ça passe vite, quoi. 4 heures, ça passe vite. Et ce qui est, moi, je trouve le moment le plus dur de cette matinée, c'était de se dire, maintenant, il faut prendre les choses en main pour partir en maternité. Ouais. Et donc, je dois la laisser seule à un moment. Je peux plus la soutenir physiquement parce que je suis obligé d'organiser le départ. Oui. Donc, je suis obligé de m'occuper de choses rationnelles très vite et de manière efficace, qui étaient prévues à l'avance, qui sont simples. Oui. Prendre une valise, appeler un taxi,
ouvrir une porte d'ascenseur. Mais il fallait que, entre guillemets, je l'abandonne. Et ces quelques minutes, pour moi, elles étaient vraiment très douloureuses de pas pouvoir être juste sans penser à rien et en symbiose avec ce qui se passait. Oui, j'imagine. En fait, tous les moments d'impuissance étaient pour moi beaucoup plus difficiles à vivre que les moments où j'avais quelque chose à faire. Par exemple, le trajet dans le taxi, de ne rien pouvoir faire et de voir que c'est difficile, Ouais. c'est moins facile que d'avoir un moment où il y a quelque chose, une action, quelque chose qui peut aider. Je trouve que le plus dur, c'est les moments où on ne peut pas, en tant que conjoint, aider. Et c'est quoi que t'appelles aider plus concrètement? Parce que j'imagine que c'est flou aussi pour ces papas qui attendent ce jour J. Aider, pour moi, ça vaut autant pendant la grossesse que pendant l'accouchement, que dans les semaines qui viennent. C'est tout ce qu'on avait fait de préparation sur des points d'acupuncture pendant les douleurs, sur des sons, sur des vibrations, sur des manières de se porter, de soutenir l'autre physiquement, Voilà, tout ce qui est vraiment quelque part des outils, des choses qu'on avait acquises, qui sont transmis aux parents, que ce soit par les sages-femmes ou dans notre cas également par une aptonome, et qui petit à petit s'intègrent comme des choses naturelles à faire à deux, et qui sur le moment sont extrêmement précieuses parce que ça revient instinctivement en fin de compte. Oui. Qui sont vraiment une manière tout en aidant l'autre, mais surtout une manière d'être en contact sans oublier l'enfant à l'intérieur. Je trouve que l'aptonomie, qui rejoint quelque part les conseils de sage-femme, a cela de très précieux dans la préparation, qu'on intègre les trois. On intègre la femme enceinte, son ou sa partenaire et l'enfant à l'intérieur. Donc ça, j'en ai un souvenir très touché et pour le coup très efficace et très aidant. Ouais. Et toi qui as appréhendé un peu cette fameuse douleur, comment tu l'as vécu le jour J, à part ce moment où t'étais pas physiquement près d'elle puisqu'il y avait toute la logistique? Comment t'as vécu ces passages certainement douloureux? Eh bien, sans peur, comparé à ce que j'appréhendais tout au début. Je pense qu'on était tellement dans une sorte de train en marche où chacun traversait ce voyage, à la fois côte à côte, très proche, mais en même temps chacun a une position qui est très différente puisqu'on n'a pas du tout les mêmes sensations. Que, tu vois, dans le podcast dont on reparlera peut-être, il y a un père qui disait il faut être un roc, mais un roc mou. Et j'adorais cette expression. J'avais adoré cette citation. Parce qu'en fin de compte, je trouve ça très juste, c'est-à-dire moi je me sentais très solide et avec l'envie en même temps d'être souple pour elle. S'adapter. Et on est beaucoup de pères à avoir échangé là-dessus et à se rendre compte que c'est la position qui est venue naturellement et qui paraît la plus juste, c'est-à-dire comme on a cette posture-là, cette envie-là d'être solide pour sa compagne, tout en étant tendre, je pense que la peur de la douleur, elle passe après. Oui, j'imagine. Tu parlais, c'est la première fois que j'entends de la part d'un conjoint, même dans un récit fait par les femmes elles-mêmes, l'idée de vocaliser, de faire des sons. C'est toi qui proposais un son pour que ta conjointe te suive, c'est ça? Ça, alors je me demande d'où ça nous est venu au départ, cette idée. Je pense qu'elle nous est venue d'une sage-femme, de notre sage-femme, qui proposait ça à d'autres couples, d'ailleurs aussi. Et c'est très dur de dire dans ce moment-là, le son vient de qui? En fait, je pense que c'est une symbiose dans le couple d'une vibration la plus longue possible, la plus grave possible, qui est fait vraiment pour détendre et relâcher le corps, pour descendre, en fin de compte, même la gravité vers le bas, et puis la vibration qui fonctionne sur les tissus, où il serait dur de dire qui commence et qui finit une respiration ou un son grave. C'est le souffle qui joue donc je ne pourrais pas te dire, c'est une bonne question, mais je pense que je pourrais pas te dire qui est à l'initiative de ça. Je pense que ça fait partie des belles choses qu'on a acquises en cours de préparation à la naissance et qui revenaient naturellement dans les moments difficiles. Et c'est vrai que par exemple le calme a ceci de spécifique qu'il y a 2 chambres de naissance et puis une grande salle collective qui sert aussi de lieu de réunion. Donc il n'est pas rare qu'on se réunisse collectivement pour une commission, pour un apéritif, pour une réunion entre parents ou futurs parents, et qu'à côté dans la chambre du fond, il y a un accouchement où on entend les couples vocaliser comme ça. Ouais. Donc ça a toujours cette chose émouvante et étonnante de se dire voilà, il y a un enfant qui est en train d'être mis au monde à côté de nous et on entend cette musique qui devient une musique un peu connue, on va dire, quand on côtoie régulièrement une maison de naissance. Je vois. Et pendant la grossesse, est-ce que tu avais eu l'occasion de participer du coup à ces ateliers et à échanger avec d'autres papas, notamment autour peut-être des angoisses de chacun ou du positionnement de chacun, parce que tant qu'on l'a pas vécu en tant que personne extérieure à l'accouchement, on hésite encore parfois sur où est-ce qu'on se placera. Est-ce que toi, tu avais eu l'occasion d'échanger en amont sur ça et est-ce que ça t'avait aidé pour le jour J?
J'ai plutôt le souvenir de m'être engagé dans le collectif des parents et puis d'avoir eu envie d'échanger après la naissance de mon fils plutôt qu'avant. Avant, je suis allé à quelques réunions, ma compagne a davantage, qui étaient intéressantes, enfin pour préparer l'allaitement, pour des questions comme ça. Donc on se posait des questions très concrètes, ça nous permettait de nous préparer. Mais c'est surtout après, étonnamment, que j'ai ressenti le besoin de plus m'impliquer dans vraiment le besoin de parler. Et c'est après que j'ai rencontré et connu davantage le groupe de l'apéro des pères qui se tenait déjà alors, où j'allais comme spectateur, puis comme participant. Et qu'est-ce que j'y cherchais je crois que j'y cherchais déjà l'impression d'avoir beaucoup reçu de ce lieu et d'avoir envie de m'y impliquer. Et également que les premiers mois sont, à mon sens, beaucoup plus difficiles que la préparation à la naissance et l'accouchement lui-même. Oui, on oublie souvent, mais en effet. Et du coup, on va en parler tout de suite. Donc, tu parlais tout à l'heure du retour précoce qui, du coup, vous, tout s'est passé en quelques heures, puisque vous êtes aussi rentré assez rapidement à la maison, de ce que j'ai compris. Comment t'as vécu, toi, ce retour, au-delà de ce que tu nous as partagé tout à l'heure, cette première nuit dont tu parlais, et puis les quelques jours qu'on suivit? Alors, le souvenir, il est tellement flou et tellement presque métaphysique que j'aurais du mal à le faire réémerger de manière précise. Ce qui est certain, c'est que c'était pour moi extrêmement impressionnant d'avoir une présence et un nouvel être à la maison, qu'il fallait que quelque chose était en train de changer en moi physiquement, très profondément. Je sentais que j'étais en train de m'adapter à quelque chose de nouveau. Je pense que j'ai dû me réveiller toutes les 10 minutes pendant une nuit entière, alors que lui dormait profondément en me disant « mais il est là, enfin il est pas là, il est là, est-ce qu'il va bien ?» Des questions, je pense que je suis loin d'être le seul à m'être posé, mais quelque chose de je sais pas, d'assez tendre, mais assez inquiet en même temps. Enfin, avec cette nouvelle responsabilité qui arrive dans la vie. Et je me souviens que le lendemain aussi a été comme quelque chose de très fatigant, où s'accumule vraiment un manque de sommeil très grand dès le deuxième jour, auquel il faut additionner toute l'émotion de ce qui vient de se passer, et puis presque l'engagement physique de l'accouchement, dans le sens, il y a tout qui lâche après. Donc ce retour précoce, je le trouve, je le comprends, je le trouve justifié, je le trouve beau, et en même temps je le trouve pas toujours évident. Enfin, je le trouve pas évident dans l'idée, même si je le défends, et je le referais si c'était à refaire. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que t'aurais préféré passer un séjour en maternité pour pouvoir y aller doucement avant de rentrer chez toi et prendre d'abord tes marques avec ton enfant, ou est-ce que, du coup, quel intérêt tu y trouves, puisque tu dis que tu le défends, à avoir ce retour précoce? Ça m'interroge parce que pour notre fille, on est passé en maternité quelques jours. Et j'avoue que le premier jour, j'ai adoré, parce qu'il y a un lit électrique qui monte, qui descend, et quand même, pour qu'une femme ensuite de couche, on va dire, c'est quand même largement confortable. Et puis le repas arrive tout seul, enfin plein de choses super. Mais à partir du deuxième jour, je me suis senti très enfermé. Et chez moi m'a beaucoup manqué, et je me suis rendu compte que c'est quand même formidable d'être dans ses propres draps, sa propre chambre, et que l'enfant ait l'opportunité, s'il le peut, ce qui est loin d'être toujours le cas, de vivre ses premiers jours dans un climat très familier. Oui. En fin de compte, il fait partie de la famille et de son intérieur dès le début, quoi. Oui. Tu parlais du côté un peu stressant peut-être à l'idée de rentrer aussitôt. Est-ce que vos sages-femmes vous préparent à cette idée? Comment ça se passe au niveau du suivi par rapport à ce retour précoce? Alors mon fils, c'était il y a 6 ans. Et je sais que les sages-femmes discutent, cherchent toujours à s'améliorer. Les sages-femmes en maison de naissance ont ça, qu'elles sont vraiment investies profondément. Elles cherchent à réfléchir justement à comment accompagner dans le postpartum, pendant combien de temps, combien de rendez-vous après. Et je sais que ça ne cesse d'évoluer les protocoles. Donc je ne pourrais pas dire ce qui se passe aujourd'hui, puisque ma fille déjà a presque 2 ans. Mais je sais qu'à l'époque, elles sont venues très vite à la maison suite à la naissance, et qu'on en avait discuté avant de rentrer chez nous. Mais malgré toutes nos discussions, je ne sais pas si une sage-femme peut faire qu'on réalise ce que ça veut dire que d'être seul avec un enfant chez soi. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait être mieux préparé? Je sais pas. Comme on dit, on n'est jamais prêt. Mais du coup, il y avait quelque chose quand même qui avait circulé, qui vous avait donné peut-être quelques outils déjà pour appréhender ces premiers moments, quoi. Oui, de faire à manger comme si on allait vivre un siège pendant la guerre, et d'avoir prévu le maximum d'avance pour en avoir absolument rien à faire. Oui. C'est le meilleur conseil qu'on nous ait donné. Oui, c'est ce que j'allais te dire tout à l'heure. Quand tu parlais du plat qui arrive tout prêt à la maternité, je pense que l'idée de préparer des plats congelés peut être aussi un moyen que ça soit assez vite dans nos assiettes aussi. Est-ce que malgré tout, le fait que les sages-femmes viennent rapidement à domicile, même si, comme tu dis, ça fait beaucoup d'informations, c'est du stress parce que
tu dis que tu te réveillais, savoir s'il est là, s'il va bien, etc. Et le lendemain, ça s'enchaîne, etc. Est-ce que finalement, ça a été quand même rassurant et repérant le fait que la sage-femme vienne dans votre contexte, donc à domicile, parce qu'en fait, finalement, vu que vous êtes chez vous, tous les conseils qu'elle vous donne est adapté à votre lieu. Oui. Et est-ce que du coup c'est rassurant ou finalement ça restait quand même plus intéressant pour toi l'expérience de la première journée en maternité? C'est très différent. Alors évidemment, c'est rassurant parce que c'est adapté à notre lieu, mais c'est aussi rassurant parce que c'est une personne, j'ai envie de dire, qu'on aime profondément, avec qui il y a un lien humain de confiance qui est très fort et qu'on connaît depuis 10 mois. Donc le conseil qu'elle nous donne, elle nous le donne à un couple qu'elle a eu la chance d'accompagner sur le temps long, donc avec une vraie connaissance que si ma compagne dit ça et que d'habitude elle l'a jamais dit, elle sait que c'est nouveau. Ce Ok. que une aussi bonne sage-femme en maternité ne peut pas avoir parce que malheureusement elle n'a pas la connaissance de ce couple sur le temps long. Oui, tout à fait. Donc en ce sens, c'est la force pour moi de la maison de naissance. C'est évidemment la qualité des personnes, des sages-femmes qui y travaillent, mais aussi qu'elles ont l'opportunité de cette relation approfondie. Donc en maternité, on est tombé sur de bonnes personnes, mais des bonnes personnes qui devaient Qui vous découvre. s'occuper d'autres personnes en même temps et qui nous Oui. découvraient en même temps qu'ils découvraient notre contexte exceptionnel qui est un enfant vient de naître. Donc forcément, des fois, les conseils étaient un peu plus génériques. Oui. Même si je me suis senti en sécurité en maternité. Vraiment pas du tout dans une caricature Oui, bien sûr. de surmédicalisation. Mais après, je pense que le temps et la notion du temps réel n'a rien à voir avec la notion du temps vécu, en particulier dans ces moments-là. Oui. Donc quelqu'un qui vient le lendemain, voilà, c'est énorme, le temps entre les deux. Il y a une nuit entière. Oui, ça peut paraître très long, oui. En tout cas, merci beaucoup pour ce récit et votre parcours en maison de naissance à toi et ta conjointe. Ça nous donne finalement un bel aperçu de l'importance de ce modèle, on va dire, mais également l'idée de permettre au père de trouver une place juste dans ce suivi et dans cette aventure jusqu'à la naissance. On va passer maintenant à un aspect qui nous intéresse tout particulièrement par rapport à ton vécu, c'est tout ton engagement pour cette cause qui, comme tu dis, est né finalement après cette première naissance. Comme Capucine l'a dit en introduction, tu as monté toi-même un projet de podcast qui donne la parole aux papas, et particulièrement aux pères de maison de naissance. Donc ça nous intéressait de savoir en fait ce qui t'avait marqué dans l'accompagnement que tu avais eu en maison de naissance et lors de la naissance de ton premier enfant, pour savoir en fait ce qui t'avait fait cheminer jusqu'à cet engagement assez fort. Alors, je ne sais pas par quel bout prendre cela, dans le sens où, premièrement, mais on en reviendra peut-être après, je voudrais tout de suite rajouter une nuance qui est importante, c'est que nous avons eu un projet de podcast avec un groupe de pairs, dont je m'occupe de la réalisation et de la partie artistique, étant donné que c'est mon métier, je fais des films documentaires. Mais nous sommes engagés collectivement dans ce projet, avec évidemment intégré dans la maison de naissance du Calme. Mais ça, on pourra peut-être en revenir après, puisque j'ai l'impression que ta question m'est posée personnellement, dans le sens, moi, pourquoi j'ai voulu m'engager et cheminer vers cela. Je suis pas quelqu'un de militant, je suis pas quelqu'un de très militant à la base. J'aimerais l'être, j'ai toujours aimé l'être, mais je ne l'ai jamais été, vraiment. C'est plutôt de la théorie. Mais j'ai l'impression d'avoir tellement reçu de cet endroit qui m'a semblé naturel, en tout cas, comme beaucoup d'autres pères, pour le coup, que j'ai rencontrés, de rendre ce qu'on avait reçu. Et je ne suis pas le seul à peut-être être nostalgique, mais en tout cas, ne pas arriver à me détacher de la maison de naissance où sont nés mes enfants. C'est le signe que c'était forcément une bonne expérience, mais c'est le signe aussi que ces lieux dépassent la naissance même, pour être en fin de compte des lieux de parentalité, des lieux de réunion et des lieux du collectif. Donc c'est un peu petit à petit, petit pas par petit pas, que s'est créé cet engagement. D'abord moi l'envie d'y être, l'envie de parler, l'envie de voir d'autres personnes, puis mon côté documentariste qui prend le dessus en me disant mais c'est quand même formidable ce qui se passe. L'envie d'en faire un film, comment j'ai commencé un projet de film dessus pour lequel j'ai fait déjà une longue enquête et des premiers tournages, puis m'intégrer encore plus dans l'apéro des pairs qui s'est arrêté
après le Covid, que co-animaient d'autres pères avant. Et puis, à la demande des sages-femmes, avec un autre père très engagé dans le lieu qui s'appelle Ulysse, on a décidé de reprendre l'animation de l'apéro des papas un jeudi par mois. Et du coup, d'offrir un espace de parole, une porte ouverte à des conjoints qui avaient déjà un enfant ou qui allaient avoir un enfant pour exprimer leurs sentiments. D'accord. Et à partir de là, j'avais mis le pied dedans. Donc, depuis ce jour, je co-anime l'apéro des papas. D'accord. Mais écoute, c'est un beau projet et c'est chouette que quand quelque chose, on va dire, se tarit, qu'il y ait d'autres forces vives qui puissent reprendre le flambeau et le proposer à nouveau, comme tu dis, dans cette idée de donner après avoir reçu, c'est un bel échange. Avant de rentrer de manière un peu plus approfondie dans le podcast, est-ce que tu peux nous parler de l'impact que le suivi en maison de naissance a eu sur ton rôle de père dès le début? Moi, j'ai l'impression qu'on vient pas en maison de naissance par hasard, en général. C'est-à-dire que c'est pas la maison de naissance qui crée qu'on est impliqué dans la naissance. On sait que les maisons de naissance impliquent beaucoup les conjoints. Donc souvent, c'est des conjoints déjà impliqués qui ont envie de suivre leur compagne. Même si c'est pas un schéma absolu ce que je dis. Par contre, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment une compréhension de ma compagne. C'est-à-dire, c'est vraiment une compréhension à la fois physique et émotionnelle parce que, évidemment, elle-même se découvrait en tant que femme enceinte et en tant que future maman, puis maman. Et moi, j'avais la chance de suivre chacune de ces étapes, chacune de certaines des étapes au plus proche. Donc ce que ça m'a apporté, c'est, oui, peut-être que je voulais être engagé, mais que grâce à ce cadre, j'ai vraiment pu l'être. D'accord. Oui, c'est intéressant comme vision des choses. Et donc, dans cette idée de pas être un grand militant, mais finalement de petit à petit souhaiter t'engager, offrir des choses aux futurs pères, etc. Tu nous as expliqué comment était née l'idée de faire ce podcast, entre autres avec Ulysse que tu as cité tout à l'heure. Quel a été votre objectif en lançant ce projet et quel message souhaites-tu transmettre à ton public? Merci pour cette bonne question. Souvent, dans ces jeudis soirs où on écoutait les autres pères parler et où nous-mêmes on exprimait nos émotions avec Ulysse qui co-anime l'apéro des papas, on s'est souvent dit quand même c'est vraiment intéressant ce qui se dit ici. C'est vraiment touchant. C'est vraiment, il y a des choses qui se disent. On pensait pas forcément tout de suite à faire un projet, mais il y a des choses qui se disent vraiment c'est ça qui résonne très profondément et c'est ça, à mon avis, qui nous a donné envie de continuer à être là chaque jeudi et de nous engager. Je comprends. À ce moment-là est venu un appel à projet de la Fondation de France via la maison de naissance pour un projet qui touche à la coparentalité. Et directement, je me souviens d'Ulysse qui a dit pourquoi pas, ça pouvait être un podcast, ça pouvait être quelque chose. Ulysse a dit pourquoi pas un podcast et dès que le mot a été lancé, tous les participants, tous les futurs pères qui étaient présents ont accroché à l'idée. Ok, il y a eu une adhésion collective à l'idée en fait. Oui, en disant c'est une bonne idée, dont un père très impliqué qui s'appelle Alexandre et qui a pour nous une grande chance, est ingénieur du son. Donc on avait deux papas qui avaient envie de faire quelque chose, un ingénieur du son professionnel et moi qui suis documentariste, ça va. plus un autre papa engagé et qui a une expérience de journalisme grande qui s'appelle Barthélémy. Donc on était bien partis. Belle rencontre quoi. Voilà, donc on a... Oui, il y avait un bon package de base. On a monté le projet, on a obtenu cet appel à projet qui nous permet de faire ce podcast. Mais grâce également, le projet a tout de suite beaucoup touché et a été suivi, en fin de compte, partout, par les techniciens, par les studios d'enregistrement. Donc grâce à leur générosité, on a pu aboutir à un projet, on va dire, professionnel de A à Z, dans des conditions de podcast totalement indépendants. C'est génial. C'est trop Ça bien. fait rêver, n'est-ce pas? Pour continuer sur le message qu'on voulait passer, nous, notre but, dès le départ, on s'est dit, ce qu'on voudrait, c'est qu'un papa qui soit tout seul, on a toujours dit à Ajaccio, je sais pas pourquoi. Un papa est tout seul à Ajaccio, il se sent très seul dans la grossesse de sa compagne en ce moment. Il a plein de questions à poser, ou il a plein de sentiments, il sait pas avec qui en parler. Et puis il a pas de porte, il peut pas ouvrir une porte. Par contre, il peut être tout seul dehors en train de marcher ou dans sa voiture ou sur son vélo. Et puis il pourrait écouter ce podcast. Et il y aurait un lien virtuel qui se créerait entre lui et nous. Il ferait partie virtuellement de notre apéro. Et donc on s'est toujours dit, dans ce podcast, il y a une chaise vide, qui est celui du spectateur qui, quelque part, est participant. Ouais.
Donc, il y a plein de super podcasts comme le vôtre, qui sont des podcasts d'entretien, où on est en train d'aller vraiment au fond d'une interview avec quelqu'un. On essaye de le connaître, de le rencontrer. Il y a des podcasts qui sont vraiment du documentaire. On va enquêter en Bretagne sur les algues vertes. C'est passionnant. Et puis nous, on cherchait une nouvelle forme de podcast qui soit quelque part de l'immersion documentaire, qui soit de la confession, qui soit de l'entretien, et où, alors là, j'ai longtemps réfléchi à ma place, en fin de compte, où la personne qui anime est partie prenante et participant, c'est-à-dire cadre, mais sans être un animateur radio. Et où les gens qui font partie du projet, du collectif, l'ingénieur du son, Ulysse, moi-même, en fin de compte, on soit à la fois dehors, puisqu'on l'encadre, on l'organise, mais dedans parce qu'on y participe. Donc, en ce sens, ça répond un peu au projet du calme, c'est-à-dire que c'est très horizontal. Même s'il y a une direction artistique, évidemment, pour que ça tienne. Moi, je trouve que justement, c'est un peu la sensation, en tout cas. Alors, c'est spécial parce que du coup, je suis femme, donc je sais pas, je m'estime pas avoir ma place sur la chaise vide. Quand j'ai écouté, à certains moments, j'avais plus la sensation, tu sais, quand on dit être une petite souris, une petite coccinelle cachée dans un coin de la pièce et observer cette parole des pères entre eux que on n'entend pas, nous, en tant que femmes. Parce qu'à contrario, il y a plus justement un aspect sororité, tu vois, dans le contexte de la maternité ou de la grossesse. Et moi, je trouvais ça en tout cas très intéressant, ce concept, comme tu dis, un peu immersif. Et j'ai le sentiment, alors c'est pour ça que je dis en tant que femme, je sais pas si c'est très juste ce que je vais dire, mais en tout cas, j'ai eu le sentiment que exactement ce que tu dis, un homme qui serait un peu seul face à ça, aurait l'impression de faire partie de ce tout et de être finalement en train d'échanger avec vous. Parce que c'est vraiment ce qu'on ressent. Je trouve ça assez doux et intéressant que vous-même, en tant, comme tu dis, que cadrant et organisateur de la chose, ayez le vécu pour pouvoir, en fait, mêler le tout. C'est un mélange assez intéressant. En fait, je dis ça pour les personnes qui nous écoutent et aussi et qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter encore certains de vos épisodes. C'est très juste ce que tu viens de dire et c'est une sensation très très chouette que j'ai rarement retrouvée dans d'autres podcasts, même si je les connais pas tous, mais en tout cas, je pense qu'il se fait rare dans le domaine de la maternité. Oui, j'ajouterais à ça que quelque chose qui était un petit peu prévu dans le podcast, mais qui au fil de sa réalisation se dévoile pour moi dans sa richesse, c'est que c'est un podcast documentaire, dans le sens une série documentaire. C'est-à-dire que les pères qu'on voit aux premiers épisodes et qui ne sont pas encore papas, vont bientôt être papas, puis ne sont pas présents dans un épisode, puis ont été papas. Donc on peut vraiment voir dans le temps leur appréhension, comment elle évolue, puis qu'est-ce que ça donne après. Et le contre-coup, ouais. Et puis qu'est-ce qu'ils ont imaginé sur leur future paternité, qui n'est évidemment jamais ce qui se passe. Donc en ce sens-là, c'est aussi suivre des personnages, dans le sens de personnes, enfin des personnes fortes sur le long terme. Mais je suis touché par ce que tu dis sur toi, ta position de femme en écoutant le podcast, parce que pour moi, il est à la fois destiné à des futurs pères ou des pères. Il est également destiné justement, peut-être que souvent les hommes, c'est ce qu'on constate, c'est pas tant qu'ils savent pas dire leurs émotions, ça j'y crois pas du tout. Enfin personnellement j'y crois pas du tout. Mais souvent ce qu'on a retrouvé quand on les écoute, c'est qu'ils ont peur de gêner. Ils ont peur d'en rajouter, ou c'est pas le moment. Ou en fin de compte, quand même beaucoup, je crois, sont respectueux et se disent ma compagne c'est déjà tellement dur pour elle, pourquoi moi je vais me plaindre alors que c'est elle qui porte l'enfant. Là, ils ont un espace pour ça. Donc, je pense que c'est peut-être en ce sens fait pour les compagnes de dire, ça peut permettre des dialogues ou d'ouvrir des dialogues, mais je dirais c'est aussi fait pour toute personne qui s'intéresse à la parentalité. Oui. Je me dis c'est l'occasion pour un chercheur ou pour une sage-femme ou pour une aptonome, je reviens toujours aux aptonomes, d'entendre quelque chose qui d'habitude se dit à huis clos, mais nous on sait pertinemment, et c'est notre côté militant, quand on parle que c'est fait pour être diffusé. C'est-à-dire que les pères sont vraiment viennent parce qu'ils ont envie que ça soit entendu. C'est d'ailleurs pour ça que un apéro sur 2, on n'enregistre pas, afin de laisser un espace de parole non enregistré à ceux qui voudraient venir, mais qui n'aimeraient pas être enregistrés. Dire, Oui, ça c'est, je trouve ça chouette. Ouais. Tu dis justement que ça s'adresse à tout le monde et cet aspect documentaire. Tout à l'heure, tu citais l'exemple justement du rock mou, etc. Moi, quand j'ai entendu l'exemple du rock mou, à la fin de l'épisode, la première chose que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé avec mon conjoint. J'ai dit ça te parle. Et en fait, c'est rigolo parce que du coup, même finalement une femme ou un ou une professionnelle, comme tu citais en fait, n'importe qui entendrait ça, vu que c'est un contexte intimiste, mais avec des mots et des partages, comme tu dis, qui sont habituellement à huis clos
et que là finalement sont mis à disposition, c'est une base d'échange en fait ou de dialogue aussi, de se dire est-ce que c'est un mot qui te parle parce que moi ça m'a parlé en tant que femme, mais du coup c'était intéressant. J'ai eu 2-3 phrases comme ça qui m'ont vraiment marqué en vous écoutant et qui ont été sujet j'allais dire de débat, c'est pas du tout le mot, de discussion avec mon conjoint parce que je me disais c'est rigolo ces mots que j'ai jamais entendus. Mais je crois que j'ai l'impression que l'aspect audio, c'est-à-dire intime, qu'on nous raconte à l'oreille, participe à cette possibilité de se projeter. Et pour moi, c'est un des plaisirs de ce projet, c'est que d'habitude, je fais des films documentaires, donc il y a de l'image et du son. Évidemment, le son est très important. Mais d'un seul coup, ça reste très personnifié, puisque c'est des personnes qu'on rencontre vraiment en les entendant, mais en même temps, ça reste anonyme aussi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas leur visage. Et je me dis que c'est plus simple pour, quelque part, être avec eux et justement que ces paroles, elles aient cette valeur de pas forcément de porter des messages, mais cette valeur de se dire, est-ce que, comme tu le dis, est-ce que mon compagnon, il a vécu ça? Est-ce que ma compagne, elle a vécu ça? Tiens, il y a ces mots, ça m'a impacté. Quelle drôle de formulation. En fin de compte, c'est tellement bizarre que j'ai ressenti la même chose. Ouais. Et puis ça peut parler sans que ce soit les mots que nous-mêmes on aurait mis dessus. Ça peut être des images, justement le fait qu'il n'y ait pas d'image, comme tu disais, qu'il n'y ait que du son. La projection ou l'imaginaire qu'on y colle dessus peut nous parler, même si c'est pas a priori les mots qu'on aurait spontanément nous mis dessus. Et c'est ça aussi qui peut créer finalement, je pense, quand tu disais le lien entre vous, hommes qui discutaient de ça, parce que finalement il y a cette place à l'imaginaire, le fait qu'il n'y ait pas d'image. En tout cas, on est un petit peu en train de digresser, je suis désolée. Depuis le lancement donc de ce projet, du podcast de l'apéro des papas, quels sont les retours les plus marquants que vous avez reçus de la part des parents ou des professionnels? On double le podcast d'une page Instagram qui reprend certaines phrases du podcast. Et je me souviens d'un commentaire sur une phrase qu'on avait mis, parce qu'on met des phrases en exergue qui nous touchent ou justement qui peuvent résonner, pour en revenir à ce qu'on venait de dire avant. Puis moi, une phrase qu'on aimait beaucoup, que j'aimais beaucoup d'un père, c'était « On m'avait pas appris à rien faire, juste à être là ». Et je crois qu'il y avait eu des réactions justement là-dessus en disant voilà, c'est ça l'attitude en fin de compte qu'on demande à un partenaire. C'est pas de faire quelque chose, c'est juste d'être là. Ce que je me rends compte en ce moment, en termes de réaction, c'est que maintenant, des acteurs, ce qu'on appelle des acteurs de la périnatalité, des sages-femmes, des gens qui organisent des cercles de pères, des mairies, ont vraiment envie de s'emparer, et j'ai été contacté plusieurs fois pour cela, du podcast vraiment comme un outil. Justement comme un outil parce que d'autres pères pourront s'y reconnaître, ou parce que des sages-femmes, ça les fait réfléchir à comment intégrer les pères, ou parce que d'autres cercles de pères se font aux quatre coins de France et se demandent, tiens, on a envie d'aller voir d'autres modèles, est-ce qu'on pourrait échanger? Et là, je suis assez heureux de ça, je me dis oui, si c'est vraiment une matière à penser, à réfléchir, pour créer des choses, qui elles-mêmes après pourraient être enrichies par ce qui se fait en face, c'est intéressant. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que c'est un podcast indépendant, c'est un podcast à ce jour bénévole, qui soit vraiment une parole mise à disposition des autres pour réfléchir à qu'est-ce qu'être, nous, on appelle ça l'autre aujourd'hui. Parce que c'est l'apéro des papas, mais en fin de compte, je pense que on pense que ce qui se joue dedans, ça touche au père, mais ça touche plus généralement très souvent aux coparents, c'est-à-dire d'être celui ou celle des deux qui porte pas l'enfant. Oui. Et je trouve ça super chouette pour vous que vous ayez eu des contacts et des propositions de diffusion dans différents contextes. Je pense que c'est un peu une nécessité et qu'en effet ça répond à votre envie de diffuser cette parole en fait et ces expériences de vie. Moi j'ai l'impression qu'on a une période charnière et vraiment passionnante sur la question de l'implication des pères. Et que les pères veulent s'impliquer, mais ils sont totalement déstabilisés dans leur masculinité sur qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être un père, et ils se cherchent, et ils tâtonnent, et ils sont parfois paumés, mais ils sont volontaires, en tout cas beaucoup, mais ils se sentent pris en porte-à-faux entre plein de modèles, ou plein d'absences de modèles, des femmes qui maintenant ne veulent plus toutes seules, en tout cas disent, moi je demande une implication, je veux, j'en ai besoin, je le mérite, et des professionnels de santé aussi, ou des professionnels de la naissance, qui se disent comment mieux impliquer les pères. Et j'ai l'impression que beaucoup de monde, chacun à son niveau, se pose cette question de comment les impliquer. Comment les faire passer une porte pour entrer dans un cercle de pères, comment impliquer les pères dans la naissance. Donc, quelque part,
pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une belle résonance en ce moment avec le podcast, c'est que je crois qu'on arrive dans un contexte où les gens attendent quelque chose de nouveau, d'inédit, qui puisse venir enrichir ce questionnement-là de l'implication des pères. Et c'est un peu la première génération aussi qui se pose cette question. En tout cas pour le plus grand nombre, j'imagine qu'il y avait des pères impliqués à la génération d'avant, c'est pas la question. Mais c'est la première génération, comme tu dis, où les pères doivent du coup construire cette nouvelle place qui n'était pas forcément le cas dans la génération de leur père. Et du coup, c'est tout un apprentissage qui peut être difficile à mettre en place. Oui, et puis en plus avec l'émergence des maisons de naissance, comme tu dis, ça n'existait pas il y a quelques années en France, sur le territoire français en tout cas, donc c'est tout le contexte qui évolue. Je trouve ça intéressant quand tu parles de modèle et de non-modèle. J'ai plus exactement le mot que tu as dit, mais d'absence de modèle. Parce qu'en fait, oui, il y a ce que dit Capucine, en fait, il y a un modèle assez admis depuis très longtemps. Et ceux qui sont en recherche de quelque chose de différent, tu sais, il y a cette espèce d'espace très vaste aujourd'hui, avec Internet, avec les centaines d'ouvrages qui existent et où tu sais pas forcément où aller chercher, qu'est-ce qui va, toi, te correspondre ou correspondre à ton besoin ou à celui de ton couple ou de ta famille. Donc, je pense que c'est assez juste ce que vous venez de dire tous les deux par rapport à tout ça. En tout cas, pour toi, aujourd'hui, quelles sont les plus grandes forces des maisons de naissance et en quoi penses-tu qu'elles répondent aux attentes de nombreux parents dans ce contexte qu'on vient de décrire? Pour moi, la plus grande force des maisons de naissance aujourd'hui, c'est qu'elles répondent à un besoin de chaleur humaine. Elles répondent à un besoin de ne pas être seul dans sa parentalité. Et je pense que la solitude des futurs parents ou des jeunes parents, elle est immense. La fatigue des parents est immense. Le besoin de soutien de la part de la collectivité est immense, et que souvent c'est une période de la vie qui peut être compliquée à tous les niveaux en même temps, et que là il y a un lieu qui est un refuge, qui est un refuge à la fois pour parler à d'autres personnes, qui est un refuge pour le corps vraiment, qui est du coup un refuge où on peut regarder des choses de la santé, enfin on peut les observer, et c'est pas rien de se dire qu'on peut revenir dans l'endroit où ces enfants sont nés. Ça place un des moments essentiels de la vie qui est la naissance dans un lieu qui n'est pas associé à l'idée de maladie, mais qui est associé à l'idée de vitalité. Je trouve même qu'au-delà du lieu de vitalité, comme tu dis, c'est le fait que ce soit un lieu qui ait une identité. Et donc, en fait, c'est pas dans l'idée où si ton enfant, un jour, il t'accompagne à la maison de naissance, c'est un lieu qui va imprimer dans sa tête parce qu'il y aura une certaine déco, certaines couleurs, une certaine, comme tu dis, atmosphère, chaleur, odeur, etc. Alors que quand tu vas avec ton enfant dans un hôpital, même s'il voit l'aile de la maternité, donc qui est quand même un lieu de naissance, pas forcément lié à la maladie, on va dire les chambres se ressemblent plus et il y a moins cette identité du fait du contexte hospitalier normal. Je trouve que il y a cet aspect aussi à partager avec l'enfant qui peut vraiment ancrer, comme si tu l'amenais chez un ami ou chez un membre de ta famille en fait. C'est un lieu unique, identifiable. Totalement. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'a toujours étonné, c'est comme si chaque couple qui faisait un enfant, aujourd'hui, à notre époque, devait repartir à zéro, sans conseil au début. C'est-à-dire que vraiment, on repart, et donc d'avoir un endroit justement pour échanger sur autant des petits détails concrets que des choses très profondes, c'est assez précieux. Donc la maison de naissance, moi je la vois à la fois comme un lieu physique, mais qui quelque part au bout d'un moment devient un lieu qui n'est plus physique, puisque le réseau, la solidarité qui s'est créée, le lien entre les personnes dépasse l'endroit pour continuer peut-être une décennie plus tard. Oui, c'est juste. De ce que je viens de comprendre, donc vous avez eu ce projet de créer, avec plusieurs papas, de créer le projet du podcast. Et donc ça se fait au sein du Calme. C'est soutenu par l'association Au Calme de la maison de naissance à Paris. Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça vient soutenir dans votre projet? C'est ça qui est pour moi assez motivant et passionnant dans un lieu comme cette maison de naissance. C'est que d'un seul coup une idée vient et puis il y a un père qui est ingénieur du son. Il y a quelqu'un qui est réalisateur, il réalisera. Mais également au Calme, il y a plusieurs commissions, dont la commission communication. Donc d'un seul coup, le projet peut être aussi porté par des personnes qui sont investies, qui elles-mêmes sont militantes, mais qui ne vont pas travailler que sur le podcast, qui vont travailler sur la création d'un site internet, sur une meilleure connaissance des maisons de naissance en France, qui vont elles-mêmes relayer votre podcast pour qu'il soit connu chez nous, et qui vont se dire, il y a une ou deux personnes qui ont envie d'être en soutien là pour communiquer sur le podcast, et puis d'un seul coup, par exemple, de faire
de faire du réseau social ou de faire autre chose qui permet de mettre en avant certaines des paroles des pairs qu'on met en exergue, ou tout simplement de rajouter encore de l'énergie humaine et du collectif qui fait que on peut, avec un petit budget, faire un podcast, en fin de compte, conséquent et sur le temps long. Et de qualité. Et de qualité. Non, mais je veux dire, c'est important, je pense, de le souligner parce que c'est une réalité dans votre projet. La qualité, il est agréable à écouter, il est bien monté, et donc entre guillemets, ça aide à porter d'autant plus ce projet. Ça met en lumière mettre... la voix des pairs. Oui, et ça apporte une forme de crédibilité. Ça peut donner envie à des professionnels de diffuser des extraits pour différentes raisons. En tout cas, au niveau technique, il est entièrement professionnel, en sachant qu'on a un ingénieur du son au départ, un monteur son et mixeur de cinéma qui est un bon ami qui a accepté de rejoindre le projet, qu'il est mixé dans un studio à Paris et qu'on a la chance d'avoir un compositeur, Jimmy Woo, qui a fait la musique originale pour le podcast. Donc on a vraiment voulu faire une chaîne qui soit une chaîne du début jusqu'à la fin, qui soit très solide, justement pour pouvoir travailler une parole la plus condensée, enfin jusqu'au travail sur les timbres des voix qui pour nous était vraiment important pour cette intimité. Maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie et avec tout ce qu'elle t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance ? Alors une maison de naissance, c'est une maison qui est née en moi un peu avant la naissance et qui, je le constate, continue de vivre encore aujourd'hui. Merci pour cette jolie définition. C'est beau. Oui, qu'on n'avait pas encore eue. On a 2 petites questions de partage qui nous tiennent à cœur, surtout aujourd'hui, du fait d'être notre premier papa derrière le micro. Quel conseil tu donnerais aux coparents qui ont peur de ne pas trouver leur place le jour J ? Je serais bien en peine de leur donner un conseil. Si ce n'est justement, comme on le fait, de leur dire viens échanger avec nous un jeudi soir. Viens te taire ou viens poser des questions ou viens dire que tu ne sais pas parce que nous non plus, on n'en sait pas beaucoup plus. Vous ne saurez pas ensemble. Ne reste pas seul, voilà. C'est ça. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais une astuce plus concrète cette fois-ci à partager pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement ? Par exemple, ne pas oublier de mettre un numéro de taxi de côté au cas où ça va trop vite. Non, je rigole. Par penser à fermer sa valise. Qui peut être une très bonne idée, en vrai. Il vaut mieux que le taxi attende trop longtemps en bas de chez toi que toi attendre trop longtemps le taxi. C'est vrai. Et si tu pars en voiture, du coup, faut faire chauffer le moteur longtemps en avance, c'est ça ? En cas de vieux diesel, oui. Pensez à dégivrer si c'est en hiver. J'avoue, si c'est en hiver, j'avais jamais pensé. En tout cas, merci infiniment, Daniel, pour ce témoignage super inspirant, tout à fait nouveau pour nous et qu'on espère pouvoir réitérer à l'avenir. Ouais, merci. À travers ton récit, on découvre toute la richesse et tout l'impact d'un suivi en maison de naissance pour les parents et notamment pour les papas, dans ce que tu nous as partagé. Ton engagement et notamment ce podcast montre aussi combien cette expérience t'a transformé et c'est ce qui nous intéressait aussi de mettre en lumière aujourd'hui et en mots. Grâce à toi et à ton équipe, à ta grande équipe derrière toi, de nombreux pères peuvent aujourd'hui trouver un espace où leur voix résonne, où leurs questions, leurs joies même, et leurs doutes sont entendus et on dirait même normalisés. Merci d'avoir partagé avec nous tout ce parcours, à la fois tout à fait personnel, comme on disait au tout début, et puis sur cet engagement qui nous rappelle à quel point faire famille prend tout son sens lorsqu'on est soutenu par une démarche respectueuse et humaine comme les maisons de naissance peuvent offrir. On espère que ton récit parlera au plus grand nombre, mais en tout cas, on y croit fortement. N'hésitez pas à partager cet épisode aussi à vos proches pour permettre de faire entendre cette vision du point de vue de l'homme. Et enfin, on vous incite à aller écouter ce podcast que réalise Daniel, qui s'appelle donc l'apéro des papas et qui est produit par l'association Au Calme et Daniel Totti. Un podcast né en maison de naissance et fait pour être écouté par tout le monde. Vous pouvez les suivre notamment sur Instagram et les épisodes sont à retrouver sur la plupart des plateformes d'écoute. Merci Daniel. Merci beaucoup pour votre invitation. Oui, mais merci pour l'échange, c'était un bon moment. Ouais, c'était super. Au revoir Daniel. Au revoir Daniel. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses.
Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.